Bonjour à toutes et à tous. Interdiction stricte d'uriner, de déféquer ou de cracher dans la rue, mais aussi de déposer des ordures sur la voie publique. La loi sur l'hygiène publique en vigueur désormais, après sa promulgation par le chef de l'État, sanctionne ces sales habitudes. Si la loi vise à préserver et promouvoir la santé des populations, l'enjeu désormais est celui de sa vulgarisation. Avec les confrères, nous analyserons ici et ensemble nous allons poser, les bases de sa saine application. Et pour la bonne gestion des archives dans les administrations publiques, le gouvernement a procédé il y a quelques jours à l'adoption de la politique nationale de développement des archives. Une politique qui fait suite au constat de l'inexistence d'un cadre stratégique cohérent et d'un système efficace d'archivage. De quoi s'agit-il concrètement? Eh bien, on va en parler avec Dr Wenceslas Maoussi dans le dossier de la semaine. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Vous êtes bien sûr Wikeko. Tout de suite, on part à la rédaction pour le mini-journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le mini-journal sur Wikeko. Le consommateur a des droits et ces droits sont célébrés chaque année sur initiative de l'Association internationale Consumer International. Les droits des consommateurs sont-ils respectés au Bénin et quels sont les obstacles rencontrés dans la lutte pour la défense de ces intérêts? Les précisions dans ce reportage signé Alessandra Diotan. Nous allons parler du droit à la sécurité, qui permet de protéger le consommateur contre tout ce qui peut menacer sa vie, sa santé et puis ses intérêts économiques. Le deuxième droit le plus important, c'est le droit à l'information. Le troisième droit, c'est le droit au choix. Lorsqu'il y a une multitude de produits de la même gamme sur le marché, eh bien, le consommateur a la possibilité de faire un choix en toute connaissance de cause. Et pour que cela soit effectif, il faut que le droit à l'éducation soit observé. Ce droit, en fait, il garantit au consommateur d'être éduqué, d'être orienté à savoir faire des analyses objectives, des analyses judicieuses pour faire un choix en toute connaissance de cause. Et nous avons le droit d'être représentés afin de défendre les intérêts qui sont ceux de la population en tant que consommateur. Nous avons le droit à la réparation des préjudices. Eh bien, c'est ce droit qui nous garantit que lorsque je suis abusé ou lorsque je me retrouve en litige face à un fournisseur, eh bien, que je puisse faire recours à ce droit pour que si j'ai subi des dommages, on puisse me dédommager. Nous avons le droit à un environnement sain et enfin, nous avons le droit aux besoins de base, les services sociaux, c'est-à-dire le droit à l'habitation, le droit à l'alimentation, à la santé, à l'éducation et aujourd'hui à l'électricité et aux télécommunications. Donc voilà un peu les 8 droits que nous pouvons citer, qui sont reconnus internationalement aujourd'hui, derrière lesquels aucun État ne peut se cacher. L'hygiène corporelle est essentielle pour se prémunir des infections et limiter le risque de prolifération des germes bactériens. Plus qu'une source de bien-être, se laver les mains régulièrement, se brosser les dents, prendre soin de ses cheveux et de sa peau sont des habitudes capitales pour être en bonne santé. Comment les jeunes entretiennent leur corps pour éviter les mauvaises odeurs? Les précisions dans ce reportage de Henriette Attiro. Elles sont considérées comme incommodantes. Transpiration, mauvaise haleine, odeur des pieds et des mains. Des odeurs corporelles propres aux êtres humains qui sont parfois source d'inconfort. Chacun d'entre nous, êtres humains, on a une odeur.
Maintenant, chez certaines personnes, cette mauvaise odeur va devenir une maladie. Parce que sur la peau de tout être humain, il y a beaucoup de microbes, des bactéries, des virus, des champignons, des parasites. Et ces microbes-là nous protègent contre les agressions externes. Et avec la transpiration, surtout dans les zones où il y a beaucoup de soleil, cette transpiration, surtout au niveau des aisselles, va avec le microbe donner cette odeur-là. C'est ce qui explique la forte odeur chez certaines personnes. Donc c'est d'abord une maladie, ce n'est pas une mauvaise hygiène. Quelqu'un peut avoir une bonne hygiène et avoir une forte odeur. Et pour sentir bon, les jeunes ne manquent pas d'astuces naturelles. De la cendre, je passe un peu aux excès. Soit tu prends le citron, tu découpes et tu passes dans les excès. Le javel, vous mettez un peu dans l'eau avant de laver et vous laissez pendant 15 minutes au plus. Surtout l'utilisation des produits cosmétiques liés à la dépigmentation qu'elles doivent surtout arrêter, sincèrement. Oui, pour que les narines puissent respirer. D'autres soins peuvent être apportés à la peau pour la maintenir saine et contribuer au bien-être physique et moral. Une fois que vous trouvez que vous avez transpiré et que ça dégage un peu, vous prenez votre lingette et vous vous nettoyez. Dans la journée, vous pouvez le faire 2 fois. À part ça, à la maison, on peut avoir des gommages. On peut aussi se faire des gommages naturels à base de sucre, citron et le miel. Vous faites le mélange et vous vous gommez les aisselles. Mais avant tout ça, il faut s'épiler. Ça peut éviter les odeurs corporelles. Aussi avoir des déodorants. Les déodorants qui se vendent un peu partout. Une bonne hygiène corporelle repose sur un ensemble de démarches quotidiennes. Pour une bonne hygiène corporelle, prendre au moins 1 à 2 bains par jour. Utiliser des savons à pH neutre. Hydrater la peau régulièrement. Donc après chaque bain, vous allez appliquer un lait de corps qui est adapté à votre peau. Le javel, c'est un détergent, pas bon pour la peau. N'utilisez pas les produits dépigmentants. N'entassez pas les habits. Les habits, quand on porte une fois, on ne reporte pas 2 fois. On n'attend pas 1 mois, 2 mois pour laver les habits. Prendre soin de la peau de son corps, c'est une mesure d'hygiène qui influe sur la santé, la beauté et la qualité de vie. C'est une thérapie qui consiste à toucher les parties du corps dans le but de guérir les patients des maux dont ils souffrent. La réflexologie, en plus de permettre de se déstresser, favorise une parfaite circulation du sang dans l'organisme. Allons à la découverte de la réflexologie dans ce reportage signé Sabirat Aou. Guérir par le massage est la spécialité de Gildas. Ce professionnel de santé est passé maître dans l'art de traiter les pathologies dont souffrent ses patients par la réflexologie. La réflexologie, c'est la main. Vous voyez, notre travail se base essentiellement sur les mains. Chaque partie du corps ou chaque organe a un point au niveau des plantes des pieds qu'on appelle zone réflexe. Donc, un patient qui a mal quelque part ou bien a mal aux yeux, les problèmes d'AVC, les problèmes d'hyperplégie, d'hémiplégie, les problèmes de paralysie, les problèmes d'hypo et hypertension, problèmes de cœur, n'importe quel problème, nous savons des parties où il faut stimuler au niveau des plantes des pieds pour que le patient retrouve sa santé. Et pour se remettre du malaise dont il souffre, Frédéro est venu en consultation chez son réflexologue. Objectif, combattre les douleurs musculaires qu'il ressent depuis quelques jours et évacuer surtout le stress. Je vois que ça ne va pas du tout et je suis souvent un peu stressé de toute façon. Donc, je suis venu ici pour avoir satisfaction. Pour lui donner satisfaction, Frédéro est soumis à un traitement de détoxification. C'est un appareil qui permet d'enlever les déchets. Donc après avoir fait ça, vous avez une bonne circulation du sang. Toucher les parties sensibles du corps pour que le patient retrouve sa santé peut sembler banal. Pourtant, Gildas et ses collaborateurs ont l'art d'offrir aux patients des séances de massage à l'aide des produits spécifiques, notamment des huiles essentielles. Mais attention, la réflexologie plantaire est déconseillée en cas de troubles cardiaques sévères et durant le premier trimestre de grossesse.
Et ce sera tout pour ce mini-journal. Wikeko se poursuit avec vous, Ulvaeus Balogo. Merci à vous, Amandine Anyambosu. On poursuit Wikeko ici et c'est le tour de la revue de presse économique, une présentation de Arnaud Adadja. Les publications de cette semaine sont longuement revenues sur ce qu'on peut appeler l'affaire des taxations à 5% sur toutes les transactions de mobile money opérées par l'opérateur GSM MTN. Un réajustement tarifaire qui avait suscité la colère des Béninois. Le Meilleur y consacre un article et titre « Application de taxes sur les transactions financières et si le gouvernement rappelait MTN à l'ordre, il ne revient pas aux populations de payer cette taxe ». L'auteur de l'article constate malgré les clarifications du directeur général des impôts que cette taxe doit se prélever directement chez les opérateurs, MTN préfère se référer à ses abonnés et au journal de se demander qui de l'État et des réseaux GSM en rajoute à la souffrance des populations. Une décision rapportée quelques jours après la réaction du gouvernement. Le journal écrit à propos rétropédalage suite à la mobilisation de la taxe de 5% et se demande quelle mouche avait piqué MTN. L'événement précis de son côté écrit « Retour à l'ancienne grille tarifaire, le régime talon sauve les clients de MTN d'une supercherie ». Autre sujet ayant fait la une des journaux cette semaine, c'est la hausse du prix de la baguette de pain qui est passée à 150 francs au Bénin. L'événement précis publie la décision des responsables de l'association de promoteurs et exploitants de boulangerie des départements de l'Atlantique, du littoral, de Lomé et du plateau qui confirme la hausse. De son côté, Fraternité présente les visages de l'inflation de la farine de blé et des matériaux de construction. Le journal constate que l'effectivité du contrôle de l'affichage des prix se fait toujours désirer. Gasquiani affiche à propos flambée exponentielle des prix des produits de première nécessité. Les consommateurs à travers l'ABCO, leur association, s'en inquiètent. La presse du jour nous apprend au sujet de la flambée des prix des produits vivriers que la ministre du Commerce a tenu une rencontre de vérité avec les grossistes. L'événement précis nous parle des mises en garde du ministre Assouma aux grossistes récidivistes. Là-dessus, Fraternité écrit « Coût des produits de première nécessité dans les marchés, le glas de la surenchère sonnait pour siffler la fin de la récréation. Le gouvernement opte pour le contrôle et le suivi des prix. » Et puis pêle-mêle, Gasquiani, La Nation et Fraternité pour fermer ces nouvelles des kiosques nous parle de la foire de commercialisation de l'ananas, de l'interdiction de la tontine à Dogbe, de la dématérialisation suivie du paiement en ligne des services publics, la baisse des taux de contamination et de l'allègement des mesures de protection contre le Covid. Fin de cette revue. Merci à vous Arnaud Adadja. On parle à présent de la loi sur l'hygiène publique, une loi qui punit et sanctionne sévèrement, j'y arrive, les mauvaises pratiques. On installe les confrères. En plateau avec moi pour parler donc de cette loi sur l'hygiène publique. Elle n'est pas très habituée de ce plateau, c'est sa première fois. Inès Kwasi, bonjour. Bonjour, Maris. Merci d'être avec nous. Avec joie. Lui, par contre, il est habitué de ce plateau. Alain Tossono, bonjour. Bonjour, chers confrères. Alors Alain, elle était longtemps attendue, cette loi sur l'hygiène publique. Comment est-ce que vous avez reçu la promulgation de cette loi-là? Bon, c'est un ouf de soulagement parce que ça fait, comme vous l'avez dit, ça fait plus d'une décennie que effectivement nous poussons l'Assemblée mais également le pouvoir en place à vraiment adopter cette loi-là parce que l'ancien code de l'hygiène publique qui date de 1987, certaines de ces dispositions étaient devenues caduques. Donc il fallait coller au nouveau contexte que nous avions.
Surtout que ce code de l'hygiène publique est antérieur au processus de décentralisation que nous avons amorcé et qui a vu apparaître certains nouveaux acteurs qui sont très importants. Parce que quand on parle de l'hygiène publique, il s'agit de l'hygiène de proximité, l'hygiène des habitations et autres. Et les collectivités territoriales ont un rôle majeur à jouer pour amener progressivement les populations à observer ou à adopter les bonnes pratiques en matière d'hygiène d'assainissement. Donc il y a ce contexte-là, mais également aussi c'est qu'en matière de sanctions, les amendes qui avaient été prévues allaient de 2 000 à 50 000 francs. Donc on s'est rendu compte que sur le terrain, les gens ils pouvaient se permettre d'enfreindre, de violer cette disposition-là et bon, à payer une amende qui était dont le montant est dérisoire. Voilà, dérisoire. Donc tout ça a été corrigé. Il y a la question aussi de l'hygiène menstruelle qui n'avait pas été prise en compte. C'est une thématique nouvelle et on s'est rendu compte qu'effectivement, si nous voulons effectivement renforcer ou permettre donc aux apprenantes, aux jeunes filles de pouvoir étudier dans de bonnes conditions et d'être épanouies dans leur cadre, dans les institutions scolaires et universitaires, il fallait quand même prendre de nouvelles dispositions pour permettre, pour favoriser donc l'éducation donc des jeunes filles à l'école. Donc il y a beaucoup de dispositions, beaucoup d'innovations qui ont été introduites dans cette nouvelle loi. Et c'est pour cela que nous sommes très heureux. Maintenant, je dirais que ce n'est qu'une bataille de gagner. La guerre n'est pas gagnée. Parce que nous sommes effectivement encore dans un contexte où la défécation à l'air libre constitue une problématique majeure. Selon l'enquête démographique de santé de 2017, seulement 12% des populations donc, ont des ménages disposent de toilettes aux normes. Nous 12%. Avons 12%. Mais 87% donc des populations au Bénin utilisent des toilettes qui sont considérées comme des toilettes non améliorées, qui ne répondent pas aux normes. Donc nous sommes face aussi à un contexte où ça pose également il y a un gros problème. Donc on espère que la loi va contribuer à cette lutte contre la défécation. Alors Inès, êtes-vous tout aussi contente que Alain par rapport à cette nouvelle loi? Absolument, j'ai applaudi cette loi parce qu'on y a contribué. La presse a beaucoup travaillé dans ce sens et les acteurs sont nombreux, les PTF et tout. Mais notre joie en tant que journaliste n'est pas forcément celle des populations. Parce que dès qu'on parle de loi, on voit la contrainte. On se demande, on va encore nous taper sur les doigts, comment est-ce que ça va se passer de 2000, les amendes 2000 à 50 000. Aujourd'hui, c'est à partir de 50 000. Et quand vous empêchez l'agent de la police environnementale de venir exercer ses prérogatives dans les lieux publics ou privés, l'amende peut aller jusqu'à 900 000. Donc on ne rigole plus maintenant. Et les populations le comprennent très bien. Mais il faut surtout dire que ce qui peut faire notre joie par rapport à cette loi, c'est qu'elle vise l'objet même de la loi, c'est le bien-être, c'est la santé des populations. Il faut comprendre ça. Et nos amis taxi-moto qui ont du plaisir dès qu'il y a une petite pluie à laver leur moto en pleine ville, désormais savent qu'on peut leur taper sur le doigt et ça, ce n'est pas rien. Alors, pensez-vous qu'en l'état des choses, cette loi peut être respectée? Elle est belle, cette loi. Mais l'application, il y a loin de la coupe aux lèvres. Du rêve à la réalité, il y a un grand pas parce que ce n'est pas évident du jour au lendemain de conditionner les populations, de les amener à comprendre. Et il y a tout un travail de sensibilisation qui doit être fait. Il faut déjà vulgariser la loi, il faut qu'il y ait les décrets d'application. Il y a un ensemble d'arsenal qu'on doit mettre en œuvre pour pouvoir y arriver. Et ce que j'applaudis par rapport à cette loi, c'est la disposition que le gouvernement prend déjà pour dire désormais la police sanitaire qui relevait du ministère de la Santé sera fusionnée à la police environnementale. Donc le capital humain de la police sanitaire sera mis à la disposition de la police environnementale pour qu'il y ait un meilleur effectif pour l'application. Et ça c'est pour les milieux urbains. Mais dans les milieux ruraux, ce sont les agents d'assainissement de base qui s'occuperont de ces questions-là. C'est une chose intéressante. Alain l'a dit, désormais la décentralisation compte. Puisque en 1987, pour l'ancien code, on n'était pas dans ce
ce contexte-là. Aujourd'hui, les gouvernements locaux, les autorités, les collectivités comprennent comment concourir avec l'État à la promotion de l'hygiène publique. Et pour ce point toujours, je dirais que c'est très bien le pas que le Bénin fait parce que ça montre dans la sous-région notre détermination quand même à contribuer à l'atteinte de l'ODD 6.2, les questions de défécation à l'air libre. C'est important qu'on montre que nous nous engageons et que nous agissons. Alors, Alain, le Bénin montre ainsi sa détermination, comme l'a dit Inès, mais au-delà, une loi a été votée, mais les populations ne sont pas forcément au-dessus de cette loi qui est votée. Quels sont on va dire, ce qui est sanctionné véritablement par cette loi-là? Oui, avant de répondre à votre question, c'est dire est-ce qu'en l'état la loi peut être appliquée. Ça va, c'est vrai, comme elle a dit, il faut d'abord la faire connaître. Il y a des innovations dans tous les secteurs d'activité. Si vous prenez par exemple les bonnes dames ou les producteurs d'eau, aujourd'hui, la loi leur impose l'obligation de s'assurer de la qualité de l'eau qui est vendue. Okay, vous parlez de l'eau en sachet de l'eau en sachet comme de l'eau conditionnée. L'obligation est faite, par exemple, qu'on s'assure que cette eau est de bonne qualité. Est-ce que vous voyez? Mais qui fait ce travail-là? Oui, mais il y a les agents d'hygiène, mais vous avez également la police sanitaire et la police environnementale qui seront fusionnés et qui s'occuperont donc de faire le contrôle sur le terrain. La loi fait obligation aussi de ne pas creuser un puits et d'utiliser l'eau de puits lorsque vous êtes situé à moins de 100 mètres d'un cimetière. Est-ce que vous voyez? Parce qu'on s'est rendu compte que quand vous êtes proche donc, du cimetière, même l'eau du puits ne peut pas être utilisée même pour tous les usages. Très souvent, on se rend compte que dans les habitations, les gens utilisent l'eau de puits pour faire la vaisselle ou la lessive et tout ça. Or, c'est impropre. C'est impropre. Donc, il y a vraiment je peux donner un troisième exemple. Les gens qui arrosent les légumes avec l'eau on fait un petit puits ou un petit forage. Maintenant, il va falloir s'assurer de la qualité de l'eau. Donc, vous avez comme ça plusieurs innovations qui ont été introduites, mais pour vraiment préserver la santé et le bien-être des populations. C'est pourquoi je dis, ce n'est pas une loi qui est contre le citoyen, mais c'est une loi pour protéger le citoyen. Donc, les citoyens doivent comprendre que tout ce qui a été mis là comme disposition, ce n'est pas contre eux, mais c'est surtout pour préserver leur santé. Et la loi, d'abord, je dirais que ce n'est pas... Parce que quand on parle de loi, on voit tout de suite les sanctions. Mais il faut voir d'abord la promotion des bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement. Pour moi, c'est très important. Mais avant de parler de promotion de bonnes pratiques, il faut un minimum. Justement, nous sommes à Cotonou, par exemple, la loi circulation, j'ai envie pressante. Voilà. Alors, et la loi fait obligation désormais aux collectivités locales de pouvoir mettre à la disposition ou de réaliser des infrastructures au niveau des places publiques et des lieux publics. Quand on parle de lieux publics, vous avez les marchés, vous avez évidemment les places publiques et tout ça. Donc ça veut dire que ce n'est pas que le citoyen qui sera sanctionné, mais il est fait obligation donc aux collectivités territoriales de pouvoir construire des infrastructures sanitaires au niveau des lieux publics. Il en est de même pour les établissements scolaires et universitaires. Donc on leur fait obligation de réaliser des infrastructures sanitaires, des toilettes sexo-spécifiques. C'est-à-dire que vous avez des toilettes pour les garçons et les toilettes pour les filles, ce qui n'était pas le cas dans nos collèges. Est-ce que vous voyez? Mais également dans les centres de détention. Maintenant, la loi fait obligation, donc, au niveau de ces centres-là, de disposer de toilettes d'abord aux normes, mais des toilettes sexo-spécifiques. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui et la question de l'hygiène est une problématique majeure dans nos centres de santé. Donc, quand vous voyez ces différentes dispositions, on a le sentiment que, bon, c'est pour sanctionner le citoyen, mais c'est pour protéger sa santé. Vous avez vu à l'occasion, donc, nous sommes encore dans la période de la pandémie, on a dû demander à tout le monde de commencer à se laver les mains. Parce que, justement, à peine, vous avez dans notre pays, si vous voyez les statistiques, à peine 3% des personnes, si vous prenez 10 personnes, c'est 3 personnes qui se lavent les mains régulièrement à l'eau et au savon pendant les périodes critiques. Donc, ça veut dire que, mais on a vu avec la pandémie comment tout le monde a commencé à se laver les mains parce qu'on avait peur de mourir et tout ça. Mais comment faire? Parce que la loi fait la promotion du lavage des mains. Maintenant. Donc je crois que la loi vient au bon moment
pour que nous puissions donc capitaliser tout ce que nous avons pu observer pendant cette période de pandémie. Alors les sanctions qui sont prévues, les sanctions sont variables. Vous avez déjà les amendes qui sont prévues pour toute violation d'actes contraires aux bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement. Par exemple, faire uriner au bord, donc aux abords des voies et sur les places publiques ou même déféquer. Donc, il y a des amendes qui sont prévues et ces amendes vont de 10 000 à 50 000. Ça, c'est pour, je dirais, les petites infractions, lorsque vous faites pipi et autres. Mais vous avez aussi ces personnes-là qui, nuitamment, ont pris l'habitude d'aller déverser des ordures ou des bouts de vidange, les eaux usées et tout ça. Mais les amendes vont, comme elle a dit tout à l'heure, avant c'était un montant forfait. Maintenant, vous devez payer de 50 000 jusqu'à 900 000. Et il y a des peines privatives de liberté qui sont maintenant prévues. Pour les petites infractions, c'est de 1 mois à 6 mois. Mais vous avez, ça peut aller jusqu'à 1 an à 3 ans selon la gravité donc, de l'infraction. Donc, les sanctions ont été revues, écorcées. Donc, avis à tous ceux-là qui, effectivement, prennent le plaisir donc, de violer donc, les dispositions. Donc, je crois que c'est important de comprendre que cette loi, elle est venue pour protéger la santé et préserver le cadre de vie. Donc c'est important qu'on comprenne, qu'on ne pense pas que c'est encore une loi qu'on a mis en place. Et l'une des choses qui est importante, je crois qu'elle l'a dit, c'est les décrets d'application. La loi fait référence, la loi renvoie à un certain nombre de décrets d'application et il faut souhaiter que très rapidement ces décrets d'application soient pris. Parce que même avec l'ancien code de l'hygiène publique, tous les décrets d'application n'avaient pas été pris, avec tout le temps qu'on a pris et tout ça. Donc il est important, si nous voulons faciliter l'application de cette loi-là, que tout soit fait pour que les décrets d'application donc soient rapidement donc pris pour faciliter donc sa mise en œuvre. Alors Inès, j'embraye ainsi sur la conclusion de Alain, l'applicabilité à travers les décrets. Aujourd'hui, on sait qu'une chose est de construire des infrastructures, mais l'autre chose est de les entretenir. Les collectivités territoriales ont l'obligation aujourd'hui d'édifier des toilettes publiques et autres, mais il faut les entretenir. Alors aujourd'hui, une chose est d'avoir voté la loi, mais après, le suivi doit se faire comment ? Je pense que la loi se donne aussi quelques moyens. Parlant de sanctions, ce qui, moi, m'a vraiment fait plaisir en lisant cette loi, c'est quand on dit comment est-ce que le produit de ces amendes-là sera utilisé. Quand on vous amende, il est prévu, la loi prévoit que 30% de l'amende que vous payez soit reversée au trésor public. 20% sont destinés aux collectivités locales. 25% sont destinés au ministère en charge de la santé et les 25 derniers pourcents sont pour le ministère du cadre de vie. Et ces 25 derniers pourcents vont dans la caisse de la police municipale qui doit appliquer, qui doit réprimer, qui doit constater le non-respect de cette loi-là. C'est-à-dire que les collectivités locales ont quand même les moyens, enfin, on contribue, on les aide à pouvoir entretenir, mettre en place ces infrastructures, entretenir aussi. Et c'est là qu'intervient quand même la question d'éducation environnementale. Si la loi est là, c'est pour notre bien-être. Vous envoyez vos filles à l'école. Désormais, on met en place des toilettes sexo-spécifiques qui permettent que la jeune fille ne soit plus gênée quand elle est en pleine période de menstruation et qu'elle puisse se mettre au propre convenablement. Si votre fille est dans ces conditions-là, vous l'éduquez aussi. Vous contribuez, parce qu'à l'école, on a l'instruction, mais l'éducation va bien au-delà. Et nous devons tous nous engager. Donc, ce ne sont pas juste les pouvoirs publics qui agissent ici. Les PTF prêtent main forte, mais le citoyen lui-même doit pouvoir contribuer. Alors, vous avez abordé la question des pourcentages qui reviennent ici aux différents acteurs. Mais je me demande, est-ce que la loi oblige ces différents acteurs à utiliser l'argent aux fins auxquelles c'est destiné? Parce que si je paye une amende et que c'est parce que je sais pas, donner un exemple comme ça, j'ai pissé au bord de la voie, on m'a taxé, j'ai payé l'amende. Non, je ne le fais pas. C'est juste un exemple. Et moi, je me désole de l'amende de 10 000 à 50 000. On aurait dû mettre plus, en tout cas pour ceux qui prennent du plaisir à pisser. J'allais dire, l'argent là que je paye, on répartit ça. Alors, est-ce qu'il fait obligation au trésor public d'utiliser cet argent là pour construire les infrastructures, pour éviter
que ce TAT ne se reprenne pas d'autres personnes? Parce que quand ça rentre dans les caisses de l'État, ça peut aller ailleurs. Oui. Bon, là, ça c'est laissé à la discrétion, on va dire. Oui, mais là, ça pose un autre problème. En fait, comme elle a dit, la répartition, c'est clair que pour le Trésor public, on dit qu'au nom de l'unité de caisse, lorsque mais même pour les collectivités territoriales. Non, mais pour les collectivités territoriales, c'est bien précisé que ce qu'on appelle ce montant est destiné aux opérations de désinfection. Okay. Désinfection, c'est bien précisé, dedans. Et toute opération donc liée à l'hygiène publique. Okay. Donc c'est bien clair au niveau donc des collectivités locales que l'argent mobilisé va servir à promouvoir l'hygiène publique. C'est pour le Trésor public que rien n'a été dit, parce que quand ça rentre dans la grande caisse, bon, l'argent n'a plus de couleur. Ah oui, ça n'a plus de couleur. Et puis tenez-vous tranquille, le citoyen, si vous lui faites cette pression-là, et qu'en retour, il n'a pas l'accompagnement qu'il faut, il va s'exprimer. Et voilà, ça va se et justement, par rapport à ça, il faut dire que ce n'est pas que les collectivités locales vont juste... mobiliser des moyens ou dépenser beaucoup d'argent pour ça. Vous savez, tout à l'heure, vous avez dit la question de l'entretien. Il y a plusieurs mécanismes qui ont été testés et qui montrent leurs preuves. Regardez un peu avec ce que fait l'Église catholique dans les églises et autres. Le citoyen est toujours prêt à payer pour ce service-là. Donc, il suffit d'avoir un investissement de départ pour pouvoir réaliser ces infrastructures. Et pour l'entretien, il suffit juste de demander aux citoyens. Les citoyens vont payer. C'est l'un des services où spontanément le citoyen est toujours prêt à payer. Oui, parce que le besoin est pressant. Voilà, exactement. Est-ce que vous voyez? Et quand on voit l'expérience qui a été faite avec l'Église catholique et d'autres églises aussi, on se rend bien compte qu'effectivement ça fonctionne. Et les gens fréquentent toujours parce que il y a un entretien qui est fait. Donc, que les collectivités territoriales puissent s'inspirer de cette expérience-là afin de mobiliser des jeunes, ça peut être des femmes aussi, et ça peut être même un moyen de trouver de l'emploi à un certain nombre de jeunes. On a vu ailleurs. Ça se passe dans les aéroports, vous avez toujours des gens qui nettoient les toilettes et qui sont toujours là pour ça. Ils sont payés et ils gagnent leur vie. Donc je crois qu'il ne faut pas voir que c'est le sous-secteur de l'hygiène de l'assainissement, c'est pour donc dépenser plus d'argent, mais ça peut aussi rapporter de l'argent. On peut valoriser l'urine, on peut valoriser les excrétas, comme ça se fait. Donc je crois que c'est important qu'on comprenne. Moi je pense qu'un jour viendra où on va acheter de l'urine, les gens vont chercher de l'urine à acheter avec les bidons. Donc je crois que c'est important, on n'en est pas encore là, mais je crois que déjà le fait de construire des toilettes, ça peut être un moyen pour pouvoir trouver de l'emploi aux jeunes ou aux femmes. Alors on va finir là-dessus, et vous l'avez évoqué si bien, la question de l'éducation environnementale. Aujourd'hui, on sait qu'à l'école, on est très peu sensibilisé à l'école sur les bonnes pratiques qu'il faut avoir. Planter des arbres, c'est pas évident, c'est pas dans toutes les écoles. Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas penser à mettre ces notions-là sous forme de cours à donner aux enfants, comme on le faisait par le passé avec la morale, le civisme et autres? Oui. Non, il y a eu des expériences au Bénin où on a introduit dans les curricula de l'enseignement les questions d'hygiène, d'assainissement, même l'environnement. Mais c'est resté en fait à titre expérimental. Moi, j'ai connu dans des écoles, dans le Monokoufo, où il y a eu un manuel sur l'hygiène, la santé, manuel Huefa, où on amène l'enfant donc à comprendre en réalité que c'est important d'avoir la cour de l'école propre, d'avoir les toilettes propres, d'avoir la salle de classe propre. Et à la suite donc des comités de santé que nous on a connus et qui ont disparu, on a mis en place des clubs avocats de l'eau, donc où les enfants se mettent, c'est l'éducation par les pairs. Donc vous avez des enfants il y a un qui est chargé de veiller à la propriété de la salle de classe et de la cour de l'école. Il y a un autre, il s'assure, lorsque le moment vient d'aller à la récréation, que tout le monde se lave les mains. Donc, il est là, il surveille ses camarades de classe qui se mettent en rang pour se laver les mains avant d'aller manger et après avoir mangé, avant de rentrer. Donc, je crois que c'est important que maintenant que ça soit mis à l'échelle et que qu'on forme les enseignants donc aux bonnes pratiques en matière d'hygiène, en matière environnementale, parce que c'est devenu nécessaire. Parce que si l'enfant est très bien éduqué
à l'école, c'est que c'est lui qui éduque ses parents à la maison. C'est ça, à la maison. Absolument. Et c'est vrai que cette question ramène le souvenir de École Nouvelle Unité de Production qu'on a connue au Bénin et qui a quand même fait ses preuves. Ce serait intéressant d'introduire à nouveau de façon formelle dans l'éducation, le système éducatif formel, l'éducation environnementale. Mais je voudrais déjà dire que nous autres, ce que nous faisons sur le terrain par rapport à une initiative qu'on a mise en œuvre, le Café Environnement, c'est de dupliquer ces modèles-là, donner l'information environnementale et surtout faire des participants, des ambassadeurs du Café Environnement qui vont chaque mois en présentiel toucher 1000 autres personnes sur le terrain pour partager ces informations et dire il faut agir désormais, voilà comment vous-même vous gagnez à être acteur et à vous-même protéger l'environnement. C'est important, quel que soit l'âge. Est-ce que vous faites un suivi pour voir, est-ce qu'en retour, ces gens arrivent à implémenter ça ailleurs, ainsi de suite? C'est pour ça qu'ils sont... C'est justement pour ça qu'ils sont des ambassadeurs et que nous les suivons en fait. Et même en ligne, ils nous taguent toutes les actions. Ils sont coachés, ils ne sont pas juste formés, enfin ils ne participent pas juste au Café Environnement pour partir, mais ils sont coachés par la suite, ils sont suivis et sur le terrain, au quotidien, ils vont et ils touchent différentes cibles, quelle que soit la profession, que vous soyez meunier, que vous soyez conducteur de taxi-moto ou que vous soyez un jeune écolier ou un étudiant, toutes les cibles sont touchées et c'est important. C'est important. Merci à vous Inès Kouassi. Merci également Alain Tossono pour ce décryptage. Je pense que vous l'avez si bien dit, il faut véritablement passer à l'acte, aussi bien au niveau des pouvoirs publics qu'au niveau du simple citoyen qui doit respecter ce qu'il faut pour le bien-être pour tous et l'entretien de notre cadre de vie. C'est tout pour le décryptage. On installe le dossier de la semaine. Un vent nouveau souffle sur le secteur des archives au Bénin. Le Conseil des ministres du 9 mars dernier a adopté la politique nationale de développement des archives, un instrument censé moderniser ce secteur resté longtemps léthargique. On suit cet élément et on revient en plateau avec notre invité pour en parler. Pour classer et conserver les documents hors d'usage pour une consultation éventuelle, ce classement était l'unique option des archivistes. Aujourd'hui, l'usage de cette option se fait de plus en plus minime. Pour cet archiviste, le numérique et surtout l'apparition de l'intelligence artificielle ont révolutionné la pratique de l'archivage. L'intelligence artificielle intervient dans le domaine des archives. En quel sens? Il existe aujourd'hui divers logiciels qui permettent à l'archiviste d'appréhender, d'auditer, de classer et de verser ces informations, ces données produites par l'entreprise dans un système d'archivage électronique. Je dis, nous sommes à l'ère de l'archivisme 3.0. L'archivisme 1.0, c'est celui qui gère les documents papier classiques. L'archivisme 2.0, c'est celui qui s'occupe de la gère tout simplement. Et l'archivisme 3.0, c'est celui qui s'occupera maintenant de la question des big data. Quand on parle d'intelligence artificielle, c'est du big data, il s'agit. Les volumes d'informations et la nature des documents numériques font que les documents ne peuvent plus être manipulés physiquement. Le Bénin œuvre depuis peu pour rendre son administration intelligente. De nombreux actes sont mis sur le site du gouvernement et de nombreux services sont disponibles pour faciliter à la population l'obtention des documents administratifs. Si le digital prend le pas, l'archiviste ne disparaît pas pour autant. En ce qui concerne les services, par exemple, dans la conception du logiciel, par exemple, cela nécessite essentiellement 3 acteurs. Il y a d'abord l'archiviste, il y a l'informaticien, il y a le service juridique. L'archiviste intervient en quel sens? Lui, il s'occupe de la conception du plan de classement, du tableau de gestion, c'est-à-dire du système d'archivage électronique en fait. Nous, archivistes, en tout le monde se dit, on espère vivement qu'on n'assistera pas plus tard, comme tel est le cas aujourd'hui, où on parle du vrac de documents, qu'on n'assistera pas au vrac numérique. Récemment a été lancé le Data Center, le centre de conservation des données numériques. Une révolution qui nécessite tout de même que les sachants du domaine soient formés convenablement afin de relever les nouveaux défis d'archivage. Que ce soit au Bénin, au Sénégal, en Côte d'Ivoire ou dans la sous-région, la formation en fait, dans le domaine des archives est un peu dépassée. Elle est encore classique. Pour outiller l'archiviste béninois, je prends le cas, à faire face au data center, il va falloir déjà que l'école formatrice des archivistes prévoit son système d'enseignement, des programmes de formation, pour orienter les cours vers le numérique.
Ceci, l'Estonie l'a compris et les serveurs savent tout des citoyens et conservent les archives du pays, faisant économiser ainsi chaque année 2% de la richesse du pays. Les archives sont d'importantes institutions du patrimoine culturel et elles jouent également un rôle essentiel pour garantir la responsabilité et la transparence. Et voilà donc qui pose bien le débat sur la nécessité de cette nouvelle politique du gouvernement censée dynamiser le secteur des archives au Bénin. Et pour en parler ce matin, je reçois pour vous Wenceslas Maoussi, enseignant d'information et communication à l'université d'Abomey-Calavi. Bonjour docteur. Bonjour monsieur le journaliste. Merci d'être avec nous. C'est moi. Et pour conduire l'entretien avec moi ce matin, Patrick Adiagbodjou nous a rejoint. Ulvaïs Balobou, bonjour. Bonjour. Chers téléspectateurs, bonjour. Wenceslas Maoussi, bonjour. Bonjour. Le Bénin dispose depuis peu d'une politique nationale de développement des archives qui parle de la PNDA, parle aussi d'un instrument majeur de gestion des archives. Mais en effet, qu'est-ce qu'une archive ? En fait, quand vous avez votre émission, d'abord je vous remercie de l'invitation de parler de cette question essentielle qui est d'abord à la fois une question informationnelle, une question probatoire et finalement une question patrimoniale et mémorielle. Vous savez, vous préparez cette émission, vous avez des documents et dès lors que ces documents sont générés, ce sont des archives. Donc au fond, les archives ne sont pas de vieux papiers, ce ne sont pas des documents qu'on a entassés normalement quelque part, mais c'est des documents qui nous permettent de documenter la mémoire non seulement individuelle, la mémoire institutionnelle et la mémoire collective. Et de ce point de vue-là, tout document qui naît aujourd'hui est un document d'archive et suit un processus. Comme un être humain ou un être tout court, le document naît, il croît, il grandit et puis il va se reposer. Et quand un document il est né, on parle de document courant, comme ce que vous avez, vous êtes en train de l'utiliser dans le cadre donc, de cette émission. Et après, ça devient un document d'un âge intermédiaire, un document semi-courant. Et après, ça devient un document historique. Et là, en ce moment-là, ces archives se reposent à la direction des archives nationales. Et dans le cadre d'Espèce du Bénin, c'est à Porte-Nouveau, Katirando. Donc, en réalité, quand on parle d'archives, c'est tout document, quel que soit le format, quelle que soit la nature, quelle que soit la date, qui sont utilisés dans le cadre de nos activités quotidiennes, mais organisés à des fins d'administration, à des fins scientifiques ou à des fins culturelles. Et pourquoi pas, quand je le disais tout à l'heure, quand on parle de documents d'archives, il faut voir les trois valeurs que j'ai citées. La valeur informationnelle, dont ça apporte des renseignements, la valeur probatoire, parce que ça permet de témoigner d'un droit ou d'obligation, et puis la valeur mémorielle, patrimoniale, qui constitue notre mémoire collective. Vous savez, aujourd'hui, il y a une exposition à côté de nous ici, une exposition d'art. Si ce n'est pas des objets d'art qui sont des artefacts, sinon en réalité, c'est des documents d'archives aussi, parce que ces objets d'art documentent notre histoire collective depuis la période coloniale et jusqu'à l'époque contemporaine. Et voilà qui plante si bien le décor de cette émission qui porte sur les archives. Et les archives sont créées à des fins de mémoire pour garder une trace immédiate ou à long terme de tout ce que nous faisons, on le sait, vous l'avez précisé. Mais avant la naissance de la PNDA, quel est l'état des lieux du secteur des archives dans notre pays ? Alors, vous me permettez de faire une précision, parce qu'en fait, cette PNDA qui a été adoptée il y a environ un peu plus d'une dizaine de jours, est une PNDA d'une deuxième génération. D'accord, il y a une première génération. Parce qu'il faut le rappeler, en 2008, le gouvernement de Boni Yayi avait commis une étude, donc une commission dans laquelle il y avait les anciens directeurs des archives nationales, les anciens d'université, les planificateurs, des juristes, qui ont fait le tour non seulement du Bénin pour regarder les archives hospitalières, les archives diplomatiques, les archives judiciaires, les archives des mairies, des préfectures, des institutions militaires, et qui sont allés aussi en Afrique, notamment à Dakar et en France aussi, pour voir comment est-ce que nos archives, si c'était disséminé un peu partout dans le monde, et les documenter. Et cette commission a déposé son rapport, qui a été, il y a eu un atelier de validation en boycott en 2008, et après cet atelier, il y a eu une première politique. Une première PNDA qui a été donc adoptée en Conseil des ministres et reçue même par le président Boni Yayi. Et c'était le professeur Albert Thévé qui avait préfacé. Quand ce travail a été terminé,
il fallait maintenant réfléchir à ce qu'on peut appeler les plans d'opérationnalisation. Et il y a aussi une étude qui a été commise pour ça. Et nous étions vers 2015. Et quand le gouvernement de M. Talon est arrivé, 2016-2021, ils ont voulu maintenant regarder encore d'un autre œil ce qui a été fait, et surtout pour l'arrimer au PAG 2016-2021. C'est en ce sens qu'il fallait accentuer ce qui a été fait et l'orienter vers le numérique. Puisque vous savez que quand le gouvernement est arrivé à parler de dématérialisation, et donc il fallait non seulement revisiter le document et voir les nouveaux aspects qu'il faut intégrer pour être actuel, pour répondre aux défis du moment. Et c'est ce qui justifie en réalité qu'une autre commission a été mise en place, et a été étoffée avec au centre la direction des archives nationales. Et donc c'est ce travail qui a été fait avec un nouveau glissement temporel, donc un nouvel horizon temporel qui est 2022-2030. Voilà, Évariste Balogun, un état des lieux un peu plus exhaustif. Je voudrais vous demander, donc diriez-vous que la PNDA vient combler un vide, je dirais même juridique, vide de l'inexistence d'un cadre stratégique et tout? Oui, la PNDA sonne aujourd'hui cette politique qui est là comme un nouveau départ dans le secteur des archives. Donc c'est comme une boussole qui vient régler la question un peu en termes d'orientation stratégique, de constater que sur le plan juridique, on n'a pas un national consolidé. Donc le gouvernement va réfléchir à cela, soit par un projet de loi, soit par une proposition de loi du côté du Parlement, pour qu'on puisse avoir une loi au Bénin sur les archives une loi qui va un peu encadrer le secteur. Parce qu'un exemple que je peux vous donner, au Burkina à côté, il y a une loi. Et dans cette loi, par exemple, les archives pressent tellement. Il serait intéressant, quand on prend une question comme les archives, une question centrale comme ça, jusqu'à ce qu'on ait un document politique, il faut voir que les acteurs doivent être responsabilisés. Et tout comme les magistrats, tout comme les grands corps de l'État, les hauts fonctionnaires prêtent serment, les archives aussi doivent prêter serment pour le travail qu'ils font. Et ça, c'est important. Une loi aussi peut regarder comment il faut traiter ce personnel-là sur le plan des émoluments, sur le plan du traitement salarial et tout. Et donc ça, le document regarde ça. Et regarde également les infrastructures. Vous savez, qui dit archive, dit document, dit physique, dit matériel. Et donc, il faut des infrastructures à la fois physiques et technologiques pour permettre aujourd'hui de bien sauvegarder les archives. Surtout quand on sait que nos archives brûlent presque tout le temps. Voilà. Et donc, dans votre élément tout à l'heure, on entendait parler du data center. Il faut par exemple que les archives numériques soient bien sauvegardées, par exemple, dans un data center, comme ce qui est construit là. Donc voilà. Et aussi sur le plan donc, de la conservation, j'en ai parlé un peu, et surtout sur le plan de ce qu'on peut appeler la valorisation d'une culture archivistique. Il faudrait que tout le monde ait la conscience de ce que c'est que le document d'archives, pour qu'on ne voit plus entassé dans les bureaux des documents d'archives. De ce point de vue, l'archiviste qui est formé viendra récupérer, prendre en charge ce qui est plus ou moins classé, et lui va appliquer ses outils, il va appliquer ses méthodes et ses techniques pour que nous ayons des archives bien conservées, bien organisées. Et pour que nous ayons effectivement des archives bien conservées, nous sommes en plein dans le numérique, je veux parler du digital. Quel effort faisons-nous pour que nos archives dans nos administrations soient numérisées, pour qu'on ait, si je me répète, une administration intelligente? Je pense qu'on est sur le chemin. Je vais vous donner 2 ou 3 indices. Vous savez que le gouvernement qui est là actuellement mis sur le numérique comme accélérateur de croissance. Et qui dit numérique dit gain de temps, raccourcissement de la distance, gain d'argent. Et vous voyez aujourd'hui, nous on regarde en scène l'information de la communication, le numérique comme d'abord les stratégies, les politiques qui sont mises en place, les dispositifs donc numériques qui sont là, donc les plateformes et les usages. Vous allez bien apercevoir qu'il y a les politiques, il y a la stratégie. Nous avons aujourd'hui une loi, on a un code du numérique qui rassemble quand même, qui encadre tout le secteur du numérique. Nous avons donc des plateformes qui existent aujourd'hui, qui nous rendent la vie assez facile en termes de paiement électronique et tout ça. Et il reste la question des usages. Et sur cette question des usages, il faut que les citoyens et monsieur tout le monde l'adoptent. Et non seulement ça, pour que nos données soient protégées, pour que nous ne puissions pas être
à acquérir sur les questions de cybersécurité et tout ça. Donc c'est important. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il y a donc un effort qui est en train d'être fait, surtout sur la question des usages, et que je crois que le gouvernement essaie de le faire. Mais tout le monde peut le faire. Moi, j'essaie de prendre ma part en tant qu'universitaire en organisant une tournée citoyenne sur cette question-là. Et je pense que nous sommes quand même sur le bon chemin. Il suffit simplement de faire ce qu'on doit faire. Vous êtes en train de le rappeler tout à l'heure, en tant qu'universitaire, je dirais même scientifique, vous êtes à l'université d'Abomey-Calavi, enseignant d'information et de la communication. Qu'est-ce que fait concrètement l'université d'Abomey-Calavi aussi pour entrer dans la dynamique de la PNDA? Alors moi je vais vous donner 2 exemples. C'est vrai que je ne suis pas mandaté ici pour parler au nom de l'université. Mais vous êtes à l'université? Oui, je suis dans une entité qu'on appelle l'École nationale des sciences et techniques de l'information et de la communication. Exactement. Donc qui forme les journalistes et les communicants. Et là, par exemple, il y a environ un an, nous avons pris une spécialité d'archives. On a numérisé tous nos actes académiques, par exemple. Ça a été fait. Et ça, c'est quelque chose d'opérationnel au niveau d'une entité. Mais l'université, par exemple, sous le recteur d'Acruz, a validé ce qu'on appelle un 2.1 référentiel de gestion des archives. J'ai eu la chance de présider cet atelier-là, en fait, nous l'avons fait en juillet 2021, je crois. Et l'université aujourd'hui détient un document de référence, un document de politique à l'interne qui regarde les archives universitaires dans tous les sens. Donc autrement dit, celui qui a eu par exemple son diplôme universitaire, je ne sais pas, il y a 10 ans, aujourd'hui on aura plus grande difficulté. On aura la facilité. Non, ça c'est à l'opérationnel. Ça dit que, je ne dis pas que l'université a dévancé le gouvernement, mais ça dit que l'université est dotée aujourd'hui d'un document de référence. Et pour élaborer ce document, tous les acteurs ont été conviés, que ce soit des professionnels, que les instances au Bénin qui s'occupent des archives, et on a fait ce document-là. Et progressivement, comme notre entité l'a réalisé, d'autres entités vont le faire. Vous prenez le cas de l'ENA par exemple. L'ENA a 3-4 archivistes qui travaillent à l'ENA. Et un travail est fait là. Donc, je pense que les entités vont poursuivre ce travail-là en restant sous la coupe du document qui est de référence et aujourd'hui en restant aussi sous la coupe du document du gouvernement qui est la PNDA, qui est un document national sectoriel dans le domaine des archives. Quand vous êtes formateur enseignant à l'université d'Abomey-Calavi, vous venez de donner l'exemple de l'ENAM, vous avez cité 4 archivistes. Est-ce que le Bénin dispose aujourd'hui d'un capital humain nécessaire dans ce domaine pour réaliser ces objectifs? Je veux parler de... Est-ce que nous avons beaucoup d'archivistes? Sans embâche, oui. Je vais vous donner 2 ou 3 exemples. Niveau universitaire, on a quelques docteurs aujourd'hui qui sont dans le domaine du secteur de l'information et de la documentation. Niveau ingénieur, le Bénin dénombre aujourd'hui près d'une centaine de Béninois qui ont le master en archivage ou en documentation et tout ça. Et je peux vous dire des dizaines de compatriotes que je connaisse et qui sont en France, aux États-Unis en train de faire leur master et se spécialisent même en archivage. Et puis, niveau licence, niveau technicien, on a des centaines. Aujourd'hui, si le Bénin décide de recruter, tous ceux qui sont à la maison là, plus de 300 archivistes formés à l'ENA, vont être recrutés. Et il faut vous dire aussi que ça fait 40 ans que le Bénin forme dans le domaine des archives. Depuis 82, on a commencé à former. Les gens sont même déjà allés à la retraite. Donc on a le capital. Et aujourd'hui en formation, moi j'ai gardé, que ce soit en première année ou en deuxième et troisième année, ce minimum c'est 70 étudiants en formation. Pas groupe pédagogique. Donc vous faites le calcul x3. Vous savez, donc en formation, on a encore des centaines au Bénin aujourd'hui. Donc je pense que la ressource humaine est là. Elle est là pour le travail. Elle est là. Et quand on a la ressource humaine, on a la PNDA, un instrument majeur de gestion efficace des archives. On a bien d'autres instruments. Et quels sont les autres défis selon vous? Alors ce qu'il faut faire tout de suite, c'est-à-dire que quand on a un document de politique du genre, on pense à l'opérationnaliser. Donc, il y aura un plan et on aura des activités qui vont être déclinées, tout ça. Donc, il faut affecter les ressources. Et après, on met en place un mécanisme de suivi et évaluation. Donc, c'est ce qui reste. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que dans la mise en œuvre, c'est-à-dire le plan, va dire, bon, écoutez, ce que vous formez là, ça ne suffit pas.
où ça suffit, on va en former davantage, donc on va en recruter des étudiants. Ceux qui sont déjà formés, là, on va mettre en place un recrutement massif. Donc voilà l'argent que ça coûte, et les infrastructures, voilà ce que ça coûte, et donc c'est ce qui reste. Alors j'ai Dernière question. J'ai une question. Vous avez abordé la question des trésors royaux tantôt, qui cadre un peu avec cette politique nationale-là. Est-ce qu'il y a un lien qu'on peut faire entre l'adoption de cette politique et le retour, ou voire même... Oui, là-dessus, moi je vois une cohérence gouvernementale. C'est-à-dire qu'un gouvernement qui est à cheval sur le numérique, à cheval sur les arts, et au milieu les archives qui arrivent maintenant, ou si vous voulez, le numérique qu'on a vu, les arts on les a vus, quelques milliards, et maintenant les archives. Donc, ça fait une cohérence finalement. Parce que moi, j'avais critiqué pour dire que c'était inachevé ce qui a été fait. Mais je trouve que maintenant, le troisième pied vient d'arriver, qui est les archives. Donc, il faut injecter autant de milliards dans les archives. Et vous allez voir la cohérence qui va se dégager. Donc, on va accélérer la gestion quotidienne de notre mémoire. Et nos populations vont se retrouver dans ce que nous sommes hier comme aujourd'hui et peut-être demain. Et on va réussir à capitaliser beaucoup de choses. On ne va plus répéter peut-être certaines études qui ont été déjà faites. Parce que si en archivage, une étude est faite, vous tapez dans le système, vous l'avez, et vous voulez faire quelque chose de similaire, vous n'avez plus le droit de dépenser la même somme. Et donc, finalement, je pense que le gouvernement il est sur le bon chemin de mon point de vue. Donc, il y a le numérique, il y a les arts et maintenant les archives. Encore que, et le numérique, et les arts et les archives font partie de ce que l'on appelle les thématiques liées au centre de l'information et de la communication. Donc, pour moi, le gouvernement est dans une cohérence qui me conforte. Merci à vous, docteur Wenceslas Maoussi, pour le décryptage de l'adoption de cette politique nationale de développement des archives 2022-2030. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi. Patrick Adjabodjou. Vous m'avez privé de ma dernière question. Oui, je vous en prie, malheureusement, on n'a plus de temps là. Alors, ce sera tout pour Week Echo ce dimanche, que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, le www.ortb.bj, également sur les pages Facebook de Bénin Business 24 et de votre émission Week Echo. Portez-vous bien et à dimanche prochain.